Imaginez la colère d'un général de l'armée découvrant que sa femme a été abusée, son regard brûlant de rage, son rugissement résonnant dans l'hôpital comme celui d'un lion affamé, comme celui d'un roi humilié. Imaginez la peur qui s'abat sur ceux qui osent croiser son chemin et le sort réservé à celui ou celle qui a eu l'audace d'abuser de l'épouse de l'un des hommes les plus puissants du pays. Une histoire de pouvoir, de vengeance et de révélations choquantes. Préparez-vous à plonger dans cette tragédie où les apparences trompent et où la vérité finit par éclater. Ceci est l'histoire du scandale de grossesse qui a ébranlé les fondations mêmes du prestigieux hôpital Rosewood. Dans le cœur de la ville se dressait le prestigieux hôpital Rosewood, un établissement réputé pour son excellence médicale et ses réussites. Rosewood était le seul hôpital du pays à n'avoir enregistré aucun décès en 15 ans d'existence. Pour les gens, Rosewood n'était pas juste un hôpital, mais un lieu où les miracles semblaient se produire. La réputation de l'hôpital attirait des patients de partout, et chaque membre du personnel était considéré comme l'un des meilleurs professionnels de la santé du pays. Parmi eux se trouvait le docteur Kalou, un homme connu non seulement pour ses compétences médicales, mais aussi pour sa réputation de séducteur. Son charme était indéniable, et beaucoup pouvaient témoigner de son comportement flirtant. Bien qu'il soit apprécié, son comportement envers les femmes inquiétait certains. Cependant, quelque chose de bien plus sinistre que de simples flirts allait secouer les fondations de l'hôpital. Au cours de l'année, plusieurs patientes signalèrent des incidents étranges à la direction de l'hôpital. Des femmes, venues pour des traitements mineurs ou des opérations, affirmaient qu'elles étaient enceintes après leur séjour à l'hôpital. Nous n'étions pas enceintes avant de venir. Comment pouvons-nous l'être maintenant? Questionnait-elle. La direction était incapable d'expliquer ces événements. Parmi les femmes concernées se trouvait Madame Amara Okwa, l'épouse du général Okwa, un officier de haut rang dans l'armée nigériane. Amara était venue à Rosewood pour une intervention chirurgicale de routine. Après sa sortie de l'hôpital, elle commença à ressentir des symptômes étranges. Lors d'une visite chez son médecin personnel, celui-ci lui annonça une nouvelle choquante. Elle était enceinte. Amara ne pouvait pas en croire ses oreilles. « C'est impossible », dit-elle. Une deuxième analyse confirma qu'elle était bel et bien enceinte. Stupéfaite et confuse, Amara insista sur le fait qu'il était impossible qu'elle attende un enfant, car son mari, le général Okwa, était stérile depuis des années, un secret connu seulement d'eux deux. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à son mari, le général entra dans une colère noire, l'accusant d'infidélité. Furieux, il quitta leur maison en la laissant en larmes. Amara ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle ignorait encore que son cas n'était pas unique. Rapidement, des informations sur d'autres femmes, toutes anciennes patientes de Rosewood, commencèrent à émerger. Elles racontaient des histoires similaires, expliquant comment elles étaient miraculeusement tombées enceintes après leur séjour à l'hôpital. Alors que de plus en plus de femmes témoignaient, l'hôpital se retrouva sous un feu intense de critiques. Le nom du docteur Kalou revenait fréquemment dans les discussions. Il avait été le médecin traitant de plusieurs des femmes concernées, et sa réputation de séducteur ne faisait qu'attiser les soupçons. Le docteur Kalou avait toujours été une figure intrigante à l'hôpital, connu pour son charme et ses bonnes manières. Cependant, les rumeurs sur sa promiscuité et son comportement flirtant avec les infirmières alimentaient encore davantage le scandale. Les rumeurs à l'hôpital n'étaient pas nouvelles, mais elles avaient toujours été écartées comme de simples commérages sans importance. Cependant, à mesure que les cas de grossesse mystérieuse augmentaient, les soupçons se tournèrent naturellement vers le docteur Kalou. Il avait accès à la plupart des patientes, avec sa réputation, il était facile de faire le lien. Plusieurs infirmières se rappelèrent de ses avances, certaines les prenant à la légère, tandis que d'autres se sentaient mal à l'aise face à son comportement. Mais sans preuve solide, aucune plainte formelle n'avait jamais été déposée contre lui. Alors que l'enquête s'intensifiait, le nom du docteur Kalou revenait sans cesse. L'administration de l'hôpital ne tarda pas à concentrer son attention sur lui. Une enquête interne fut rapidement lancée, mais les dommages à sa réputation étaient déjà faits. Les infirmières, qui avaient gardé le silence auparavant, commencèrent à partager leurs expériences. Il avait toujours une manière de se rapprocher trop près, dit l'une d'elles. Il faisait des blagues, mais parfois, elles ne ressemblaient pas à des blagues, ajouta une autre. Une infirmière mentionna qu'il avait une fois essayé de la toucher et de l'embrasser pendant leur service. À mesure que d'autres témoignages émergèrent, les accusations devinrent accablantes. Le général Okwa, un homme qui avait servi son pays avec honneur et construit une carrière respectée, n'était pas du genre à laisser les choses passer. L'idée que sa femme ait pu être violée ou abusée d'une quelconque manière le rendait fou de rage. Avec les témoignages de plus en plus nombreux d'autres femmes, il décida de découvrir la vérité. Utilisant son influence, le général fit pression sur le conseil d'administration de l'hôpital, insistant pour que quelqu'un paye pour l'humiliation infligée à sa famille. Le nom du docteur Kalou arriva à ses oreilles, et rapidement,
il devint son principal suspect. La réputation du docteur pour son comportement flirtant et sa proximité avec les patients féminines en faisait une cible idéale. Le général lança une véritable croisade personnelle pour ruiner la vie de l'homme qu'il pensait être responsable. Puissant et influent, il orchestrait une campagne de dénigrement contre le docteur Kalou. Les médias s'emparèrent du scandale, et bientôt, le visage du docteur fut affiché dans les journaux et à la télévision. Les gros titres étaient accablants. Médecin au prédateur, ou encore l'homme derrière le scandale de viol de Rosewood. Le docteur Kalou sentit la tension monter autour de lui. Les infirmières évitaient de croiser son regard, et les patients demandaient à être traités par d'autres médecins. Les rumeurs devinrent impossibles à ignorer. Il n'aurait jamais imaginé que ces flirtations innocentes puissent mener à de telles accusations. « Je n'ai rien fait », répétait-il à quiconque voulait bien l'écouter, mais ses protestations restaient vaines. L'administration de l'hôpital le convoqua pour l'interroger. On le questionna sur son comportement, le temps passé avec les patientes, et ses relations avec le personnel. Chaque moment où il avait flirté ou fait un commentaire sembla désormais suspect. Le docteur Kalou se retrouva acculé, mais il continuait de nier toute implication dans les grossesses. « C'est absurde », murmura-t-il en quittant la salle de réunion, mais au fond de lui, il savait que la situation lui échappait complètement. Au milieu de ce chaos, une infirmière, Tola, se présenta avec une confession. Elle avoua que le docteur Kalou avait fait des avances à Tola à plusieurs reprises. Il était toujours très direct, déclara-t-elle, la voix tremblante. Il faisait des commentaires inappropriés et essayait de se rapprocher trop près. Ces aveux provoquèrent une onde de choc à l'hôpital. La déclaration de Tola semblait confirmer ce que tout le monde redoutait. L'administration suspendit immédiatement le docteur Kalou en attendant une enquête approfondie, le plaçant en congé forcé. Ses collègues prirent leur distance, et les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire. Les gros titres le décrivaient comme un prédateur. Un docteur promiscu accusé dans un scandale de grossesse à l'hôpital. Les preuves contre lui étaient circonstancielles, mais dans l'opinion publique, il était déjà coupable. Le général Okwa ne perdit pas de temps pour utiliser son influence afin de ruiner le docteur Kalou. Il exigea publiquement justice, apparaissant dans des interviews télévisées pour décrire la trahison profonde que sa famille avait subie. Son influence assura que la vie du docteur Kalou devienne un véritable cauchemar. Des reporters campaient devant chez lui, et sa propre famille coupa les ponts pour éviter la honte. La rage du général l'aveuglait à toute autre possibilité. Il ne prêta aucune attention aux protestations d'innocence du docteur Kalou. Dans son esprit, le médecin était responsable, et rien ne pouvait le convaincre du contraire. Le général alla même jusqu'à user de ses relations pour faire révoquer la licence médicale du docteur Kalou, le laissant sans emploi et ostracisé. Il n'y avait nulle part dans la ville où le docteur Kalou pouvait échapper à la montée de la colère. Alors que son monde s'effondrait, le docteur Kalou chercha désespérément quelqu'un pour écouter sa version des faits. Il engagea un avocat et déclara publiquement son innocence, mais les dégâts étaient déjà faits. Son visage était partout dans les médias, et même s'il n'y avait aucune preuve tangible, le public avait déjà pris sa décision. Le docteur Kalou peinait à comprendre comment tout avait si mal tourné. Il savait qu'il avait flirté, mais il était certain de n'avoir jamais franchi la ligne. Pourtant, le doute commença à s'installer. Aurait-il pu faire quelque chose dont il n'était pas conscient? Ses souvenirs étaient-ils brouillés par des années de comportements imprudents? Malgré les encouragements de son avocat, le docteur Kalou commença à perdre espoir. Les murs se refermaient sur lui. En coulisses, tout le monde ne croyait pas à sa culpabilité. Un petit groupe d'infirmières, dirigé par l'infirmière Amina, commença à poser des questions. Elles avaient travaillé avec lui pendant des années, et, bien qu'elles reconnaissent son comportement flirtant, elles ne croyaient pas qu'il soit capable de quelque chose d'aussi horrible. « Ça ne colle pas », déclara Amina à ses collègues un soir. « Il se passe autre chose ici. » Plus elles enquêtaient, plus elles découvraient des incohérences. Certaines des patientes concernées n'avaient même jamais été en contact avec le docteur Kalou pendant leur séjour. Pourtant, leur grossesse était toute liée à la même période. Les infirmières décidèrent d'aller plus loin, déterminées à découvrir la vérité. Ce qu'elles trouvèrent les conduirait sur un chemin sombre et inattendu. En examinant les dossiers de l'hôpital, elles firent une découverte alarmante. Plusieurs dossiers de patientes avaient disparu. Les enregistrements des femmes mystérieusement tombées enceintes avaient été modifiés ou effacés entièrement. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait déployé de grands efforts pour effacer ces traces. Mais qui? L'infirmière Amina devint de plus en plus suspicieuse. Elle signala les dossiers manquants à l'administration de l'hôpital, mais ils étaient trop concentrés sur le cas du docteur Kalou pour y prêter attention. « Nous avons déjà notre suspect », lui dirent-ils, la renvoyant sèchement. Frustrée mais pas découragée, Amina et son groupe poursuivirent leur enquête non officielle, déterminés à découvrir qui se cachait derrière les dossiers manquants. Pendant ce temps, chez lui, le général Okwa commençait à avoir des doutes. Sa femme, Amara, s'était éloignée de lui, incapable de lui pardonner d'avoir douté de sa fidélité. Bien qu'il se soit engagé corps et âme dans la destruction du docteur Kalou, une petite voix au fond de son esprit lui répétait. Et si je me trompais, le général n'était pas un homme habitué à se remettre en question, mais quelque chose dans cette situation ne semblait pas juste.
Amara aussi était assaillie par le doute. Elle n'avait pas beaucoup vu le docteur Kalou pendant son séjour à l'hôpital, et la synchronisation des grossesses semblait trop étrange pour être une simple coïncidence. Elle voulait croire en la théorie de son mari, mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire de l'impression qu'un secret encore plus sombre se jouait. L'enquête officieuse des infirmières prit une tournure inquiétante lorsque l'une d'entre elles, Chika, découvrit que beaucoup des dossiers modifiés étaient liés à des gardes de nuit. Ces gardes étaient assurés par une équipe réduite, et la plupart des médecins seniors, y compris le docteur Kalou, étaient rarement de service pendant ces heures-là. Cette révélation fit réfléchir Amina. Si le docteur Kalou n'était pas là pendant ces gardes, comment aurait-il pu être responsable? Quelque chose ne colle pas, déclara Amina, tandis qu'elle et Chika examinaient les dossiers. En croisant les horaires des gardes avec les patients tombés enceintes, un motif commença à émerger. Chacune des femmes avait été sédatée à un moment de leur séjour, et la plupart avaient reçu des doses anormalement fortes de médicaments pour dormir. Mais pourquoi? En creusant davantage, elles réalisèrent que quelqu'un manipulait le système de l'hôpital. Les registres des médicaments pour dormir constituaient une autre pièce clé du puzzle. Chaque femme avait reçu des sédatifs à des niveaux plus élevés que nécessaires pour leur traitement. Les registres montraient des signatures attribuées à différents membres du personnel, mais quelque chose clochait. Les écritures variaient d'un registre à l'autre, suggérant des falsifications. Les infirmières signalèrent leurs préoccupations au chef du département de pharmacie, mais elles furent rapidement écartées. Tout cela est circonstanciel, leur dit-on. Le docteur Kalou est déjà sous enquête. Frustrée et sans soutien institutionnel, Amina et son équipe comprirent qu'elles étaient seules. Elles décidèrent de suivre la piste des médicaments, déterminées à découvrir qui se cachait derrière les faux dossiers. Pendant ce temps, la vie du docteur Kalou continuait de sombrer. Il faisait face à des batailles juridiques, à l'humiliation publique et même à des menaces de mort. Malgré ses protestations d'innocence, peu le croyaient. Sa famille l'avait abandonné, et ses collègues les plus proches refusaient de se montrer avec lui. Dans ces moments les plus sombres, le docteur Kalou commença à se demander si tout cela était de sa faute. Peut-être que ses flirtations avaient franchi une limite qu'il n'avait pas perçue. Il fouilla sa mémoire pour trouver des indices, mais rien ne faisait sens. Au fond de lui, il savait qu'il était piégé. Mais par qui? Et pourquoi? Une nuit tard, l'infirmière Amina reçut une lettre anonyme dans son casier. La lettre contenait des avertissements cryptiques sur le fait d'enquêter trop profondément sur le scandale des grossesses. Si tu continues à chercher, tu le regretteras, disait le message, écrit d'une écriture irrégulière et tremblante. La lettre glaça Amina, mais elle refusa de reculer. Elle la montra à Chika, qui devint encore plus convaincue qu'elle touchait à quelque chose de dangereux. Cette même nuit, Tola, l'une des premières à témoigner contre le docteur Kalou, s'approcha d'Amina en secret. « Je dois te dire quelque chose », murmura-t-elle, la voix tremblante. Tola avait accusé le docteur Kalou, mais maintenant, elle avoua autre chose. « Je ne sais pas s'il est vraiment coupable », Tola avoua finalement. « J'ai subi des pressions pour le dire. L'hôpital voulait un coupable, et il était la cible la plus facile. » Amina resta abasourdie. Si Tola n'était pas certaine de ses accusations, cela rendait le dossier contre le docteur Kalou encore plus fragile. Alors que la campagne du général Okwa contre le docteur Kalou atteignait son paroxysme, quelque chose commença à le ronger. Sa femme Amara devenait de plus en plus distante chaque jour, sa froideur reflétant la faille grandissante dans leur mariage. Un soir, après une nouvelle dispute tendue, Amara lui dit quelque chose qui glaça son sang. Et si ce n'était pas le docteur Kalou? Et si c'était quelqu'un d'autre? Le général, si concentré à punir quelqu'un, réalisa qu'il avait peut-être négligé la possibilité de s'être trompé. Sa fierté l'avait conduit, mais cette même fierté menaçait désormais de détruire son mariage. Bien que cela lui fasse mal de l'admettre, les mots d'Amara plantèrent des graines de doute. « Ai-je eu tort depuis le début ?» se demanda-t-il, décidé à découvrir une fois pour toutes ce qui se passait réellement. Pendant ce temps, Amina et Chika étudièrent de plus près les registres des gardes de nuit. Elles surveillèrent les rotations du personnel et vérifièrent doublement quels membres du personnel étaient présents lors de l'admission de chaque patiente. C'est alors qu'elles firent une découverte troublante. Juste à ce moment-là, le médecin-chef, le docteur Ndiaye, s'approcha d'elle avec un sourire et leur demanda d'aller vérifier l'état des patientes. Leur cœur s'emballa alors qu'elles se précipitèrent vers les chambres pour s'assurer que tout allait bien. Amina et Chika savaient qu'elles devaient être prudentes, sachant à quel point il était dangereux d'enquêter alors que le coupable courait toujours. Elles croisèrent l'infirmière Annabelle, qui se rendait également dans le service pour vérifier l'état des patientes. Annabelle avait une manière de mettre les patientes à l'aise, et tout le monde, y compris les autres infirmières, l'admirait et voulait lui ressembler. Amina et Chika se joignirent rapidement à elle, et ensemble, elles vérifièrent toutes les patientes. Alors qu'elles continuaient leur tâche, le docteur Ndiaye envoya chercher Amina, ce qui la rendit nerveuse. Son cœur battait à tout rompre, sachant tout ce qu'elle avait découvert en enquêtant sur le scandale de Rosewood. En marchant dans le couloir vers le bureau du docteur Ndiaye, Amina ressentit une appréhension grandissante. En entrant dans son bureau, le docteur Ndiaye était assis derrière son bureau, son expression impénétrable. Il lui fit signe de s'asseoir. « Amina » commença-t-il lentement. «
J'ai entendu dire que tu posais beaucoup de questions dernièrement. Des questions risquées. Amina avala difficilement. Je veux juste m'assurer que les patientes sont en sécurité, monsieur, répondit-elle en choisissant ses mots avec soin. Le docteur Ndiaye se pencha en avant, ses yeux perçants. Tu dois comprendre que cet hôpital a une réputation à protéger. Les médias nous ont déjà peints sous un mauvais jour à cause de la situation avec le docteur Kalou. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres scandales. Mais monsieur, dit Amina avec prudence, il y a des incohérences dans les dossiers. Des patientes sédatées à des heures étranges, des registres qui ne concordent pas. Je pense qu'il y a plus que ce que l'on croit concernant le docteur Kalou. L'expression du docteur Ndiaye s'assombrit. Amina, je sais que tu es douée dans ton travail. Mais parfois, il vaut mieux ne rien faire, pour ton bien. La menace implicite flottait dans l'air, et Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait qu'elle devait avancer prudemment, mais reculer n'était pas une option. En quittant le bureau, elle réalisa que le médecin-chef, le docteur Ndiaye, était peut-être plus impliqué qu'elle ne le pensait. De retour dans les services, l'infirmière Chika attendait Amina avec anxiété. « Que t'a-t-il dit » murmura-t-elle. « Il m'a mise en garde » répondit Amina calmement. « Mais je pense que nous sommes plus proches de la vérité que nous ne le pensions. Docteur Ndiaye sait quelque chose. Nous devons être prudentes. » Les deux infirmières décidèrent de continuer leur enquête, mais elles savaient qu'elles devaient agir vite avant d'être stoppées. Elles travaillèrent tard dans la nuit, examinant les registres de médication, les dossiers des patientes et les rotations de nuit. Finalement, un motif émergea, mais elles décidèrent de ne pas sauter aux conclusions et de chercher un moyen de prendre le coupable sur le fait. Pendant ce temps, Amara atteignit son point de rupture. L'agonie de porter un enfant en elle la remplissait de terreur, d'autant plus qu'elle ignorait comment cet enfant avait été conçu. Elle avait attendu 11 ans pour avoir un enfant, mais cette grossesse ressemblait davantage à une malédiction qu'à une bénédiction. Son mari, le général Okwa, était déterminé à faire tomber le docteur Kalou, mais Amara avait un pressentiment étrange sur son innocence. Amara ne pouvait plus supporter la tension grandissante. Chaque jour, elle sentait les mouvements du bébé en elle, mais son cœur refusait la joie qu'une mère enceinte devrait ressentir. La honte de l'inconnu la hantait, et elle commença à douter de tout ce qu'elle croyait autrefois. Un soir, Amara décida de prendre les choses en main. Elle avait entendu des murmures d'une de ses amies, également patiente à Rosewood, qui partageait ses inquiétudes. Ensemble, elles convinrent que quelque chose de plus profond se passait à l'hôpital. Elles avaient besoin de réponses. Avec une certaine hésitation, Amara contacta l'infirmière Amina, dont elle avait entendu dire qu'elle enquêtait discrètement sur le mystère. Amina, bien qu'étonnée par l'appel inattendu d'Amara, accepta de la rencontrer en secret. Elles se retrouvèrent dans un petit café en périphérie de la ville, où Amara partagea ses peurs et ses soupçons. « Je ne pense pas que c'était le docteur Kalou, dit-elle, la voix tremblante. Il y a quelque chose de plus sombre qui se passe dans cet hôpital. Je le sens. » Amina écouta attentivement. Elle savait que les paroles d'Amara avaient du poids, surtout puisque le général Okwa menait la campagne contre le docteur Kalou. Si Amara commençait à douter des conclusions de son mari, il pourrait y avoir bien plus en jeu qu'elle ne le réalisait. « Merci de vous être manifestée, Madame Okwa, » répondit Amina. « Nous avons découvert des activités suspectes à l'hôpital, et votre témoignage pourrait être la pièce manquante qu'il nous faut. » Elles échangèrent des informations, et Amina promit de continuer à creuser. En quittant le café, une lueur d'espoir commença à s'allumer en Amara, l'espoir que la vérité éclaterait enfin. Les mois passèrent, et la bataille juridique contre le docteur Kalou continua. L'opinion publique l'avait déjà déclaré coupable, réclamant sa tête sans preuve concrète. Le docteur Kalou avait tout perdu, sa carrière de plus de 30 ans, sa réputation et son honneur. Amina et Chika, inquiètes et sachant que le docteur Kalou était innocent, continuaient leur enquête. Alors que tout semblait perdu, un jeune garçon et sa mère approchèrent Amina pour révéler ce qu'ils avaient vu une nuit fatidique. Quelques semaines auparavant, alors que sa mère était hospitalisée à Rosewood, le jeune garçon avait quitté la chambre pour se promener dans l'hôpital. Ce qu'il avait vu cette nuit-là l'avait bouleversé profondément. Il a attrapé le coupable en train de violer une patiente inconsciente. Le jeune garçon remit ensuite à l'infirmière Amina une montre bracelet appartenant au coupable, qu'il avait ramassée. Sa mère l'avait trouvée avec la montre quelques semaines plus tard, mais il avait trop peur pour lui raconter ce qu'il avait vu. Le cœur de l'infirmière Amina manqua un battement. En fixant la montre dans ses mains, son esprit s'emballait. C'était la preuve qu'ils attendaient depuis tout ce temps. Elle demanda alors au garçon de décrire qui il avait vu cette nuit-là. Le garçon informa qu'il s'agissait d'une femme, une infirmière en uniforme. Amina resta perplexe. Comment une infirmière peut-elle être le coupable? Elle commença à douter du témoignage du garçon. Plus elle réfléchissait à ses paroles, plus cela semblait invraisemblable. Cependant, la montre, une preuve tangible, restait dans ses mains et semblait être la clé pour dénouer toute l'affaire. Elle décida de vérifier l'affirmation du garçon en consultant discrètement les registres du personnel de la nuit qu'il avait décrite. Ce qu'elle découvrit la choqua au plus haut point. « Ce n'est pas possible »
murmura Amina en regardant à nouveau la montre et ses yeux s'agrandirent sous l'effet de la surprise. Les initiales gravées à l'arrière de la montre désignaient une infirmière qu'elle n'aurait jamais imaginée capable de tels actes. Alors qu'elle était encore sous le choc, l'infirmière Annabelle, la plus appréciée de l'hôpital, passa près d'elle en souriant. Amina cacha rapidement la montre. Son cœur battait à tout rompre. Les initiales sur la montre étaient indubitables, mais Amina devait être certaine avant d'accuser quelqu'un d'un crime si grave. « Je vais utiliser cette montre comme appât », pensa-t-elle. Elle laissa la montre à un endroit où le coupable ne manquerait pas de la trouver. À ce moment-là, l'infirmière Chica entra précipitamment dans la salle du personnel avec un dossier à la main. « J'ai trouvé ceci dans le sac de l'infirmière Annabelle », dit-elle, révélant que l'infirmière Annabelle semblait être la coupable qu'elle recherchait. Les documents montraient qu'Annabelle était de service les jours où toutes les victimes avaient été admises. Mais lorsque Chica trouva la montre et exprima sa joie de la retrouver, Amina comprit que la vraie coupable était Chica elle-même. « Est-ce ta montre ?» demanda Amina. Chica répondit avec un sourire, ne se doutant pas qu'elle était tombée dans un piège. « Donc, c'est toi que je cherchais ?» accusa Amina. Chica, démasquée, changea instantanément d'expression. Amina expliqua calmement comment un garçon avait vu Chica dans la chambre d'une patiente, comme étant l'impensable. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Amina. Chica éclata d'un rire sinistre qui glaça le sang d'Amina. Le changement de comportement de Chica était troublant. « Vous pensez toutes être meilleures que moi ?» cracha-t-elle, le visage déformé par la haine. « Vous, avec vos vies parfaites, vos corps parfaits, vous ne vous êtes jamais arrêté pour penser à quelqu'un comme moi. » À l'idée de réfléchir à ce que cela signifie de naître différent. Le cœur de l'infirmière Amina battait la chamade en écoutant, son esprit absorbant la gravité de la confession qu'elle s'apprêtait à entendre. « Je suis né avec des organes masculins et féminins, commença Chica, sa voix ferme mais imprégnée d'amertume. Un hermaphrodite, mes parents avaient honte de moi. Ils n'ont jamais rien dit à personne, et j'ai grandi dans le secret, prétendant être quelque chose que je n'étais pas. Sais-tu ce que c'est de vivre ainsi, de détester ce que tu es ?» L'infirmière Amina resta silencieuse, trop choquée pour parler, mais ses yeux étaient fixés sur Chica alors que la vérité se dévoilait. « J'ai essayé de vivre normalement, » continua Chica, arpentant la pièce comme un animal en cage. Mais chaque fois que je voyais une femme avec sa vie parfaite, son corps parfait, cela me rappelait ce que je ne pourrais jamais avoir. Je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Je ne pourrais jamais être entièrement une femme ou un homme. Alors, j'ai décidé de prendre le contrôle de ce que je pouvais. Amina sentit les pièces du puzzle s'assembler, et une réalisation esséhurante l'envahit. « C'est pour cela que tu as violé ces femmes ?» demanda Amina, sa voix à peine un murmure. Chica hocha lentement la tête, un sourire glaçant s'élargissant sur son visage. « Oui, c'était ma façon de reprendre le pouvoir. J'ai choisi ces femmes parce qu'elles étaient vulnérables, comme je l'ai été un jour. Mais contrairement à moi, elles n'avaient pas à souffrir. Alors je les ai fait souffrir. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amina en pensant aux femmes innocentes qui avaient été violées, leur vie détruite par les actes monstrueux de Chica. Mais Amina devait rester forte. Elle avait besoin d'obtenir une confession complète. « Pourquoi as-tu piégé le docteur Kalou ?» demanda Amina, sa voix tremblante. « Pourquoi lui ?» Le sourire de Chica s'agrandit. « Parce que c'était facile, il flottait déjà. Personne ne réfléchirait à 2 fois s'il était accusé de quelque chose d'inapproprié. C'était la couverture parfaite, et j'avais raison, n'est-ce pas ?» Tout l'hôpital s'est retourné contre lui en un instant. Amina serra les poings, furieuse et dégoûtée par les extrêmes auxquels Chica était allée dans sa vengeance tordue. Tout ce temps, toute cette destruction, simplement parce que tu détestais ce que tu étais, demanda Amina, sa voix brisée par l'émotion. Le visage de Chica s'assombrit. Parce que je détestais ce que vous représentiez toutes. Vous aviez ce que je ne pourrais jamais avoir, alors je vous l'ai enlevé. Alors que les paroles de Chica flottaient dans l'air, l'infirmière Amina savait qu'elle devait agir rapidement. Le poids de cette révélation était écrasant, mais elle ne pouvait pas laisser Chica s'en tirer. Lentement, elle atteignit son téléphone, prétendant ajuster son uniforme. « Tu crois m'avoir vaincu, Amina ?» ricana Chica en sentant son mouvement. « Mais c'est trop tard. Personne ne te croira face à moi. J'ai été l'infirmière parfaite. Je t'ai aidé à chaque étape du chemin. Tu n'as aucune preuve réelle, seulement tes soupçons. » Amina fixa le regard de Chica avec une détermination froide. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, Chica. Tu viens de tout avouer. » Sur ces mots, Amina appuya sur l'envoyé sur son téléphone, signalant à l'équipe de sécurité de l'hôpital, qui écoutait grâce à un dispositif d'enregistrement caché. En quelques instants, la porte s'ouvrit brusquement et 2 agents de sécurité entrèrent, appréhendant Chica avant qu'elle ne puisse réagir. « Oh, vous m'avez piégé !» Chica cria, se débattant contre les officiers qui la maîtrisaient. « Vous regretterez ça, Amina. Vous tous allez regretter ça. » Mais Amina ne fléchit pas. Elle resta droite, observant Chica être emmenée menottée. Son règne de terreur était enfin terminé. La vérité avait éclaté. Chica, une femme torturée par son propre corps et consumée par la haine, était celle qui était responsable du scandale de grossesse qui avait failli détruire la vie de tant de femmes innocentes. Alors qu'Amina se tenait là, tremblante,
Elle savait que les cicatrices de ce sombre chapitre dans l'histoire de l'hôpital Rosewood persisteraient encore longtemps. À mesure que la vérité éclatait, Dr. Kalu fut exonéré, son nom lavé de toute faute. Bien que sa réputation ait été gravement endommagée, il se sentait soulagé d'être enfin libéré des accusations qui avaient failli détruire sa vie. Le général Okwa, profondément désolé d'avoir accusé Dr. Kalu à tort, s'excusa publiquement pour ses erreurs. Sa femme, Amara, pleura en entendant tout ce qui s'était passé. Elle était hantée par l'idée de porter un enfant conçu à travers une telle violation horrible. La révélation que Chika, consumée par ses tourments intérieurs, avait été responsable de l'agression, laissa Amara et son mari avec une décision difficile à prendre concernant l'enfant à naître. Le général Okwa était déchiré, sa formation militaire lui ayant appris à chercher la justice à tout prix. Bien qu'il ait poursuivi Dr. Kalu avec une détermination implacable, la vérité des actions de Chika l'amena à un carrefour. Comment pourrait-il aimer un enfant conçu de manière aussi horrifiante? Pourtant, en même temps, il ne pouvait se résoudre à défendre l'avortement de la grossesse. Le bébé était innocent, une victime de la cruauté de Chika, tout comme sa femme. Amara était également convaincue. Pendant des années, elle avait rêvé d'avoir un enfant, et maintenant, après 11 ans d'attente, elle était enceinte. Mais les circonstances de la grossesse la remplissaient de terreur. Chaque coup de pied, chaque mouvement du bébé à l'intérieur d'elle lui rappelait les violations qu'elle avait subies. Elle ne savait pas si elle pourrait élever cet enfant sans être hantée par la manière dont il était venu au monde. Le couple consulta leurs amis les plus proches et un pasteur de la famille de confiance, qui les encouragea à réfléchir attentivement à leur décision. Le pasteur leur rappela que l'enfant n'était en rien responsable des crimes de Chika et que la vie, peu importe comment elle avait commencé, était un cadeau. Il les encouragea à envisager le pardon, pour eux-mêmes et pour la vie innocente grandissant dans le ventre d'Amara. Après de nombreuses nuits blanches et de longues conversations émotionnelles, Amara et le général prirent enfin leur décision. Ils garderaient le bébé, mais cela ne serait pas facile. Ils décidèrent de quitter la ville, laissant derrière le scandale et l'attention des médias qui les avaient tourmentés pendant des mois. Ils avaient besoin d'un nouveau départ, loin des murmures et des regards juges. Dans leur nouvelle maison, loin de l'hôpital Rosewood et des souvenirs douloureux qui y étaient liés, Amara donna naissance à un bébé garçon en bonne santé. Malgré les défis émotionnels, le moment où elle le tint dans ses bras, quelque chose en elle changea. Elle ne vit plus le produit de la violation, mais une vie méritant amour et soin. Le bébé était innocent, et dans ses grands yeux brillants, elle trouva un éclat d'espoir. Pour le général Okwa, le chemin fut plus difficile. Il eut du mal à nouer des liens avec l'enfant au début, le poids du scandale et la trahison de ceux en qui il avait confiance pesant sur lui. Mais au fur et à mesure du temps, lui aussi commença à voir l'enfant comme le sien, un symbole de résilience face à des circonstances indicibles. Ensemble, ils le nommèrent Emmanuel, signifiant Dieu est avec nous, un témoignage de la force et de la foi qui les avait portés à travers la période la plus sombre de leur vie. Dans Emmanuel, ils trouvèrent un nouveau but, une chance de guérir, de progresser et de reconstruire leur famille. Bien que les cicatrices de ce qui s'était passé à Rosewood ne s'effaceraient jamais complètement, les Okwa apprirent à vivre avec elles. Leur histoire devint celle de la rédemption et de la résilience, un témoignage du pouvoir de l'amour et du pardon, même face à une douleur inimaginable. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devons toujours être prudents quant à nos actions et notre réputation, car c'est comme un parfum qui nous suit partout où nous allons. Efforcez-vous toujours de vivre correctement, car cela vous sauvera de problèmes indésirables dans la vie. Il est également important de chercher la vérité et d'éviter d'accuser une personne à tort, car de fausses accusations peuvent causer des dommages irréparables à la vie d'une personne. De plus, l'histoire nous enseigne l'importance de chercher le repentir lorsqu'on a tort, et aussi l'importance de pardonner aux autres lorsqu'ils nous font du tort. N'oubliez jamais que garder de l'amertume ou de la colère ne fait que perpétuer la douleur, tandis que le pardon favorise la guérison et la croissance. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres. Enfin, rappelez-vous toujours que chaque vie est précieuse, quel que soit le contexte de sa conception. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.